attendre, enfin sans plus faire attendre ceux qui ont pris le soin de se déplacer pour assister à la première réunion publique de révision donc du PLU, enfin du PLU, du règlement local de publicité. Donc règlement local de publicité qui est révisé donc en régie donc par les services de la MEL et services de la MEL qui sont normalement accompagnés donc d'un élu qui aujourd'hui n'a pu se rendre disponible dans la mesure où il avait déjà une réunion publique dans sa commune. Donc il s'en excuse et donc je le représenterai aujourd'hui et je suis accompagné donc de mes collègues de la direction donc de l'accompagnement juridique en aménagement des territoires qui sont donc en charge donc de la révision du RLP et de la prise en compte de la participation du public pour ceux qui sont à ma droite. On a déjà effectué donc une réunion qui a regroupé, donc c'était au mois de décembre de mémoire. Oui. Donc le 19 décembre, on a regroupé donc les professionnels donc de l'affichage, autrement dit tous les afficheurs, donc les grandes entreprises d'affichage et dans la même réunion, nous avons reçu donc les associations de défense de l'environnement, ceux de protection du cadre de vie, pour qu'en l'occurrence on ait bien un document qui fasse l'objet d'une élaboration donc dans une forme de contradictoire et qu'on trouve nous qui sommes au milieu de tout ça une forme d'équilibre entre la préservation donc de la liberté d'afficher mais aussi la préservation de notre cadre de vie. Et c'est bien dans cet esprit que en l'occurrence le règlement local de publicité a été confié donc à un service juridique qui veille donc tout particulièrement à ce que donc la réglementation soit respectée, mais aussi que l'esprit de la loi soit respecté, que le règlement soit élaboré, donc avec l'écoute qui est nécessaire, donc justement des habitants du territoire, mais aussi des afficheurs. Donc sans plus tarder, je vais demander donc à mon ami Anthony Caudron donc de préciser ce qui est attendu ou convenu pour les camarades qui sont aujourd'hui en distanciel puisque je pense qu'Anthony va nous le préciser, mais la présente réunion sera évidemment enregistrée et donc des précautions d'usage et mis en ligne sur le site qui est dédié à la concertation pour permettre à ceux qui n'ont pu se déplacer de pouvoir tout au moins participer ou recueillir donc les informations qui vont être diffusées aujourd'hui et réagir dans le cadre de la concertation qui court encore. Anthony? Bonjour à tous. Attendez, prendre le micro. Donc en effet quelques petits messages à caractère informatif avant de commencer. Donc comme l'a dit Monsieur Horace, donc la réunion est là présentement enregistrée, donc la vidéo est donc filmée, elle sera mise en ligne en effet sur le site, sur la page YouTube de la MEL et elle sera donc renvoyée sur aussi le site du registre numérique. Donc pour vous qui êtes en présentiel, pensez à allumer vos micros pour que les gens donc en distanciel puissent vous entendre. Pour les personnes en distanciel, j'ai volontairement coupé vos micros pour le moment et probablement pendant tout le long de la réunion. L'idée étant que vous puissiez intervenir directement dans le chat et je ferai, moi et ou ma collègue Noémie à côté, donc on vous fera votre relais pour poser vos questions. Donc la présente réunion est découpée en trois temps, donc trois volets différents avec une session de questions-réponses. D'abord, les personnes en présentiel pourront poser les questions et ensuite je poserai, comme je disais tout à l'heure, les questions qui ont été éventuellement déposées sur le chat. Et aussi, dernière chose, pour donc les personnes qui représentent des associations, des groupements, etc. Donc en vue de la rédaction du bilan de concertation, merci de nous le dire à l'oral et ou à l'écrit, de manière à ce qu'on puisse nous en prendre note. Voilà. Peut-être compléter en demandant évidemment l'accord pour que vous soyez enregistré et que vous puissiez, en l'occurrence, enfin le droit à l'image, toutes ces précautions. Donc, si d'aucuns s'opposent à ce qu'en l'occurrence il y ait une utilisation donc des données personnelles dans le cadre de cette réunion, il faut bien évidemment nous le dire pour que les précautions d'usage soient prises. À défaut, on considère que vous adhérez à la démarche qui n'est rien d'autre que de mettre en ligne cette réunion. Bon, je vous propose du coup de commencer.
Avec, comme le disait Anthony, découper l'intervention en trois parties. Faire tout d'abord un rappel réglementaire général. Hein. Le but, c'est pas de faire un cours d'amphi, mais bien reprendre les notions, ce qui est assez important pour savoir de quoi on va parler précisément. Dans un deuxième temps, faire un point plus spécifique sur le RLP tel qu'il est actuellement, qui, Monsieur Horace l'a dit, était le premier RLP métropolitain sur la MEL. Et enfin, en dernière partie, présenter la procédure de révision, comment elle se déroule et surtout pourquoi la MEL a été amenée à entamer cette procédure de révision. Un petit rappel réglementaire général. Donc, on est bien dans le sujet du droit de l'affichage qui relève du Code de l'environnement. Notre finalité, elle est bien environnementale, comme le disait Monsieur Horace, c'est de protéger les paysages et le cadre de vie. Cette finalité, elle doit être contrebalancée avec deux autres objectifs qui sont premièrement la liberté d'expression. Le premier article du Code de l'environnement reconnaît la publicité comme un moyen d'expression et reconnaît à tout à chacun le droit de s'exprimer par ce biais. Le deuxième principe qu'on doit concilier avec la protection des paysages, c'est la liberté du commerce et de l'industrie. Donc, on est vraiment sur cette ligne de crête et d'équilibre entre d'un côté la volonté légitime des élus de vouloir protéger le cadre de vie de leurs paysages et de leurs concitoyens, tout en conciliant ce principe-là, cette finalité, avec les deux autres principes. On est bien sur une finalité de paysage, ça veut dire que cela ne concerne pas la sécurité routière directement. On a quelques articles du Code de l'environnement qui renvoient à la sécurité routière, mais la finalité qu'on va chercher à travers nos règles ne vise pas la sécurité routière, c'est une autre police, une autre législation. On ne va pas non plus s'intéresser au contenu des messages. Là aussi, c'est l'indépendance qu'on appelle l'indépendance des législations. Il y a des règles, on peut penser à la loi E20, à certaines lois qui ont été prises récemment dans le cadre de la loi climat, mais pour le coup, ça ne relève pas du pouvoir de police du maire dans le cadre du règlement local de publicité. Enfin, le dernier point, c'est l'urbanisme. Les demandes en matière d'affichage extérieur n'ont pas de lien avec les demandes d'urbanisme. Je vais vous présenter les principaux dispositifs qui vont nous intéresser ce soir. Les trois principaux, la publicité, la préenseigne, l'enseigne, en sachant que publicité et préenseigne, on a deux définitions différentes, mais quelque part, c'est le même régime juridique. Quand on va parler d'une règle de la publicité, c'est tout à fait valable pour la préenseigne. Par contre, on a vraiment un autre régime juridique qui est celui de l'enseigne. Ce que je vous ai mis, c'est vraiment les définitions du Code de l'environnement. La publicité, inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Donc, ce qui marque, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser dans la définition commune, il n'y a aucune notion de commercial. On a vraiment, la définition est très large et du coup très englobante. À partir du moment où j'ai un dispositif qui attire l'attention, elle relève du Code de l'environnement et du droit de l'affichage. Ça veut dire que les règles dont on va parler concernent tout aussi bien les dispositifs à visée commerciale que la communication des institutions, des associations sans but lucratif. Donc voilà, on a vraiment une vision très large. Le deuxième dispositif, c'est la préenseigne. Inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. C'est les fameux panneaux que vous voyez où on vous indique que le commerce est au deuxième feu à droite, le parking est situé au après le troisième rond-point, enfin voilà. Donc on a quand même une différence de définition, mais encore une fois, en termes de règles, on est vraiment sur le même régime juridique. Notamment, ces dispositifs, dans leur grande majorité, sont soumis à simple déclaration auprès de la collectivité, auprès du maire. Il y a une exception, c'est la publicité numérique qui, elle, est soumise à autorisation. Mais on est sur un principe de déclaration. L'enseigne, quant à elle, c'est l'inscription forme ou image apposée sur un immeuble ou un terrain et relative à une activité qui s'y exerce. Donc j'ai bien deux conditions. Il faut que mon dispositif soit sur l'unité foncière du commerce et qu'il y ait un lien avec justement l'activité du commerce. Alors, c'est très important de bien qualifier le dispositif et c'est ce qui parfois pose des difficultés dans l'exercice du pouvoir de police parce que, par exemple, je vous ai dit que toutes les publicités, enfin la majorité étaient à déclaration. Les enseignes, elles, sont soumises à autorisation. Ça veut dire que je ne peux pas installer une enseigne comme ça, je dois déposer un CERFA et attendre une instruction avec un délai de 2 mois. Et si j'ai aucune réponse, dans ce cas-là, ça vaut acceptation. On retrouve un peu les règles un peu générales qu'on retrouve notamment en urbanisme.
Donc cette différence est très importante puisque dans la qualification du dispositif, les règles ne vont pas être les mêmes. Et vous allez voir notamment que le RLP, on a beaucoup travaillé sur la publicité. Sur les enseignes, on a été un peu moins loin. Justement déjà parce que c'est soumis à autorisation. Donc le maire a déjà un vrai pouvoir d'appréciation. On a mis des règles, vous verrez, on va en parler, mais le gros travail qui a été fait, ça a été surtout sur les dispositifs publicitaires et sur les préenseignes. D'autres dispositifs qui sont cités par le Code de l'environnement, l'affichage administratif et judiciaire, donc c'est par exemple pour nous l'obligation d'afficher les délibérations ou quand il y a certains jugements où il y a une obligation de publier les jugements. L'affichage d'opinion et la publicité relative aux associations sans but lucratif. Donc là, j'ai rappelé, là aussi, il y a des conditions dans le Code de l'environnement en fonction de la taille de la commune, de la taille de la population, pardon, de la commune. Il faut un certain nombre de dispositifs. Là-dessus, le RLP, on n'est pas venu apporter de règles spécifiques. Pourquoi? Parce que c'est plutôt maîtrisé. La puissance publique maîtrise ce genre d'affichage, déjà rien que par l'occupation du domaine public. Donc voilà. Donc là-dessus, le RLP n'avait pas vraiment de règles à mettre en place. Une catégorie particulière, le mobilier urbain publicitaire. Donc le mobilier urbain, ce sont des installations situées sur le domaine public et qui sont mises sur le domaine public parce qu'ils apportent à des fins de commodité pour l'usager. Des bancs, des réverbères, des poubelles, voilà. Le Code de l'environnement vient fixer une liste limitative des mobiliers urbains qui peuvent accepter de la publicité. Donc vous avez ici les 5 types de mobilier urbain que vous retrouvez documentés par les photos. Vous avez l'abribus en haut, vous avez ce qu'on appelle la colonne Maurice ou les colonnes porte-affiches à droite. Vous avez les kiosques à usage commercial qu'on voit de moins en moins, mais donc en bas à gauche. Et vous avez ce qu'on va rencontrer le plus souvent sur le domaine public, la dernière catégorie qu'on va appeler le 50-50. En gros, il faut 50% d'affichage commercial. Là, pour le coup, le Code de l'environnement fait cette précision avec l'affichage commercial et 50% d'informations générales ou locales ou des œuvres d'art. Donc, c'est bien un maximum. Il ne peut pas y avoir plus d'affichage commercial. Et c'est bien en même temps. Donc ce n'est pas du temps partagé, il faut qu'en même temps sur le dispositif, j'ai de l'information générale et locale ou une œuvre d'art et de l'information commerciale. Donc qu'une seule face commerciale. Oui, pour les planimètres. Alors très souvent ce qu'on va voir, c'est notamment le plan de la ville. D'un côté, vous allez avoir le plan de la ville ou des informations sur le don du sang, sur des campagnes d'inscription au centre social, pour les classes vertes, les choses comme ça. Et l'autre face, par contre, elle est utilisée à des fins d'exploitation commerciale. Quelques grands principes de la réglementation nationale. Les règles dont on va parler s'appliquent tout autant sur le domaine public que le domaine privé et sur les dispositifs extérieurs. C'est un grand principe de la réglementation de l'affichage. On ne s'intéresse qu'aux dispositifs extérieurs. Ce principe a cependant connu une exception avec la loi climat, et on va revenir là-dessus dans le cadre de la révision, puisque la loi climat a ouvert, le législateur a ouvert la possibilité à l'auteur du RLP, c'est-à-dire à la MEL, de venir fixer des règles pour les dispositifs lumineux qui sont derrière les écrans, derrière les vitrines, pardon, qu'elles soient publicité ou enseigne. Donc vous verrez, c'est notamment un des axes de travail dans le cadre de notre procédure de révision du document. Comme je l'indiquais, c'est le maire qui a le pouvoir de police de l'affichage extérieur. Ça, c'est une nouveauté depuis le 1er mai 2024. Avant, on avait une situation, en plus, qui concerne la MEL. Si la commune était couverte par un RLP, le maire était compétent. Quand la commune n'était pas couverte, c'était le préfet. Le législateur a complètement dégagé le préfet d'intervention. Il lui reste une petite intervention, notamment sur l'affichage libre. Si le maire ne respecte pas ses obligations, on peut saisir le préfet en cas de carence du maire. Mais voilà, maintenant, c'est clair et net, c'est le maire, l'autorité de pouvoir de police en matière d'affichage extérieur. Et donc, on retrouve la même répartition qu'en urbanisme, où la métropole est compétente pour élaborer le document d'urbanisme qu'on appelle le PLU, mais c'est le maire qui reste compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme, autrement dit les permis de construire. Donc là, au niveau du règlement local de publicité, on va
aussi être compétent, on étant la métropole européenne de Lille, est compétente pour élaborer le règlement local de publicité, avec l'avantage que ça peut emporter pour la cohérence territoriale, pour en gros une approche, on va dire, qui soit la plus cohérente de la publicité sur l'ensemble du territoire, mais par souci de proximité, on va retrouver encore une fois le maire qui est compétent pour délivrer les autorisations individuelles. Et qui a aussi la responsabilité, donc c'est ce que disait Médéric, la responsabilité donc d'exercer le pouvoir de police en cas de dispositif qui serait en infraction par rapport au dit règlement. Alors justement, un de ces enjeux pour la MEL d'assurer cette cohérence et une sorte d'harmonisation, c'est qu'on a une législation, on viendra un peu plus précisément quand je vais aborder le RLP, mais qui fait déjà une différence en fonction de la taille de la commune et de son rattachement ou non à l'unité urbaine. On reviendra sur cette notion, mais vous verrez que du coup on est parti sur un canevas où déjà on a un territoire où on a des communes au niveau de la réglementation nationale qui partent pas du même point de départ. Donc voilà, donc c'est une donnée d'entrée qu'on a eue quand on a fait ce document. Je reviendrai plus précisément sur cette notion qui paraît un peu technique, mais vous allez voir, avec les règles, vous allez comprendre la distinction. On a une réglementation, donc ça c'est vraiment la réglementation nationale qui fixe déjà des interdictions. On a deux types d'interdictions dans le Code de l'environnement, des interdictions absolues. Par exemple, toute publicité est interdite hors agglomération. Vraiment, l'agglomération s'entend ici comme au sens du code de la route, ensemble d'immeubles bâtis rapprochés. Normalement, il y a les panneaux d'agglomération qui sont un indice, mais on va vraiment avoir une appréciation concrète, physique. Est-ce que je suis en présence d'immeubles bâtis rapprochés ? Si oui, je vais considérer que c'est une agglomération. J'ai le droit d'installer de la publicité et donc de la préenseigne, puisque je vous disais, quand je parle de publicité, ça concerne la préenseigne. Par contre, si je ne suis pas en agglomération, ça peut être même en pleine centralité. Si j'ai une pâture, une rupture d'urbanisation, alors le juge considère environ 200 mètres à peu près. Donc ça peut jouer d'un trottoir. Je peux avoir un front bâti d'un côté où je vais pouvoir installer de la publicité. De l'autre côté, un grand parc par exemple ou un champ. Dans ce cas-là, je ne pourrais pas installer de publicité puisqu'on va considérer qu'on est hors agglomération, encore une fois au sens du code de la route. Une autre interdiction absolue sur les arbres, les feux rouges, les télégraphes et les murs aveugles, les murs ou les clôtures aveugles. Là aussi, c'est très important. Vous allez voir à un moment, on va parler de règles, on va parler de possibilités d'installation de la publicité murale. Attention, il faut que le mur soit aveugle. Ça sous-entend qu'il n'y ait pas d'ouverture. À partir du moment où il y a une fenêtre, une porte, un soupirail, il ne peut pas recevoir de dispositif publicitaire. Donc ça, ce sont des interdictions absolues sur lesquelles le RLP ne peut rien. Et on a une autre catégorie, ce sont les interdictions relatives. Le Code de l'environnement fixe une interdiction de publicité dans les périmètres patrimoniaux, que ce soit les 500 mètres d'un monument historique avec covisibilité ou les sites patrimoniaux remarquables, ce qu'on appelait avant les ZPPAUP, les sites classés, enfin voilà. Donc ça, c'est une interdiction relative. Pourquoi ? Parce que pour le coup, le RLP peut venir assouplir cette interdiction en réintroduisant de la publicité. Et vous allez voir que c'est ce qu'on a fait notamment dans le cadre du RLP. Vous allez voir, on a fait un zonage où on a traité ce cas particulier. On a fait ce travail avec l'ABF à l'époque et on a saisi cette opportunité de venir assouplir l'interdiction puisque c'est bien une interdiction relative. Du coup, à quoi sert un règlement local de publicité ? Eh ben, en fait, ça permet d'adapter cette réglementation nationale que je vais vous présenter un peu plus après précisément au niveau des règles, de venir saisir ces règles et de venir les adapter vraiment à un contexte local. Et ça veut dire que toujours avec cet objectif de protéger le paysage et le cadre de vie, je vais venir moduler ces règles en fonction de la spécificité de mon territoire. J'ai des enjeux différents au sein d'une même commune en termes de protection paysagère. Et donc le RLP va venir moduler les règles en fonction de la sensibilité patrimoniale ou paysagère. Et elle peut le faire que d'une manière plus restrictive. Ça veut dire que si le Code de l'environnement autorise 8 mètres carrés, je ne peux pas autoriser 10 mètres carrés.
La seule exception, je vous en ai parlé, c'est l'interdiction relative. C'est le seul cas où le RLP va être plus souple. Mais sinon, je ne peux être que plus strict que la règle nationale. Un autre élément, il est impossible d'interdire totalement la publicité. Premièrement, je vous l'ai rappelé, on est bien sur une finalité de protection des paysages, mais je dois le concilier avec la liberté d'expression et avec la liberté du commerce et d'industrie. C'est encore plus vrai pour les dispositifs soumis à autorisation. On pense notamment au numérique, c'est souvent ce qui fait réagir les gens, et souvent on a des contributions qui nous invitent à interdire totalement la publicité numérique. On ne peut pas, on se mettrait en défaillance, notamment pourquoi? Parce qu'on va priver le maire de son pouvoir d'appréciation. C'est un dispositif soumis à autorisation. Le maire doit garder la faculté ou non à sa libre appréciation juridique et paysagère, c'est-à-dire qu'il faut motiver derrière avec des objectifs paysagers ou patrimoniaux, mais donc je ne peux pas fixer d'interdiction ou alors très limité, mais en tout cas je ne peux pas fixer d'interdiction générale sur l'ensemble d'un territoire. Je priverai le maire de son pouvoir d'appréciation qui est lié au régime d'autorisation. Enfin, un dernier point, il y a un délai de mise en conformité. À partir du moment où le RLP vient fixer de nouvelles règles, on a un délai de mise en conformité pour que les dispositifs qui n'étaient pas conformes, ne sont plus conformes, pardon, préexistants, puissent se mettre en conformité. Ce délai est de 2 ans pour les publicités, il est de 6 ans pour les enseignes. Donc ça veut dire que nous, vous le verrez plus tard, le RLP est entré en vigueur le 18 juin 2020. Les publicités devaient se mettre en conformité au 18 juin 2022. Pour les enseignes, on est au 18 juin 2026. Alors forcément, comme on est dans une procédure de révision et qu'on va refaire un nouveau document, ces échéances vont encore évoluer. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous propose justement de passer au niveau des échanges. Alors tout d'abord au niveau de la salle, si jamais il y a des questions. Ah, ouais, avec le micro, merci. Oui, bonsoir, merci pour cette présentation. Vous n'avez pas précisé au début le nom de l'élu qui est en charge de la révision du RLP. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Monsieur Vercamer. Monsieur Vercamer. Je l'ai précisé en introduction, mais je crois que vous n'étiez pas encore. Vous n'avez pas donné son nom? Non. C'est Monsieur Vercamer, c'est le vice-président donc à la planification stratégique et qui est également maire de M. Merci. Et qui en général assiste à ces réunions, et c'est bien rare que les élus se mobilisent sur ce genre de sujet, mais jusqu'à présent, il a assisté à l'ensemble des réunions, notamment les premières de lancement. Merci. Et j'avais une deuxième question à propos de la réunion du 19 décembre, si j'ai bien compris, la réunion avec les annonceurs et les associations de défense de l'environnement. Est-ce qu'il existe un compte-rendu ou un document de cette réunion et où peut-on le consulter? Alors, un compte-rendu, non. Par contre, le support a été envoyé En fait, on a une mailing list des participants, enfin des associations et des afficheurs, et le support a été envoyé. C'est pas un document public, du coup? Si, tout est public dans ce que l'on fait. Donc, si vous souhaitez l'avoir, vous nous le demandez, on vous le donnera. Et s'il faut vous faire une synthèse... Oui, mais en gros, c'est le même. D'accord. Mais c'est à peu près les mêmes enjeux qui ont été faits. On avait juste fait justement un focus particulier sur la mise en conformité. On faisait un point d'étape, mais voilà. Et en termes, non, mais sinon oui, il peut être disponible. Il est public en tout état de cause, et si on peut vous le diffuser, et si en l'occurrence vous souhaitez avoir des précisions, on est à votre disposition. On l'a dit au début. Donc le RLP, il se fait en chambre donc avec des agents de la MEL, et donc a priori, on n'a aucune raison de vous cacher quoi que ce soit. Enfin, sauf Anthony. Là, on est vraiment sur du travail spécifique. Ça veut dire qu'on fait aussi des ateliers avec des communes. On fait, voilà. C'est là aujourd'hui, on est vraiment. Ce qu'on cherche à viser, c'est le grand public. Bon, avec les limites de l'exercice, mais il n'y a aucun souci. Et honnêtement, c'est vraiment, on est sur les mêmes supports. Et on peut s'expliquer pourquoi on fait une spéciale professionnels de l'affichage et associations, parce qu'on sait que c'est là que le conflit, en l'occurrence, se trouve, et on préfère donc évacuer ce conflit pour mettre la ligne là où on entend la poser, parce que ce ne seront ni les associations, ni les afficheurs qui feront le règlement, mais c'est bien les élus qui le voteront au bout du chemin et qui en seront responsables.
Donc une petite intervention. Moi, je représente l'association Paysage de France. J'étais là le 19 décembre. Je reviens aujourd'hui parce que j'estime qu'une piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal. Nous avons déjà écrit à Madame Aubry, ainsi qu'au directeur de la police municipale, dont on n'a pas encore vraiment le nom. Il y a eu des changements. Pour l'instant, je ne le connais pas. Donc, par lettre recommandée, nous avons écrit donc à Madame Aubry pour faire état de ce travail avec la MEL et donc de la révision de ce RLPI. Et surtout, notre question fondamentale était vers quel interlocuteur les associations ou les usagers pourront se tourner. Il se passe que, comme on l'a déjà abordé, la situation est un peu plus complexe que jadis, suivant qu'on est dans un EPCI ou à l'extérieur. Et notamment, la question qu'on a posée, c'est à Lille, nous, associations ou usagers, quel interlocuteur aurons-nous ? Et pour l'instant, nous attendons la réponse de la mairie et de la police municipale. Donc là, j'attends encore quelques jours nos concertations entre collègues sur toute la France. Et je demanderai un rendez-vous avec le directeur ou la directrice de la police municipale pour essayer d'éclaircir ce point, tout en sachant qu'on est encore dans une période de flottement jusqu'en juillet 2024. Non, c'est fixe. Ouais. Voilà, donc simplement, si le compte-rendu que nous avons fait à destination de nos adhérents vous intéresse, je peux facilement vous le communiquer. Alors, juste une précision, puisque là, je pense que vous parlez des non-conformités répertoriées sur l'île. Effectivement, ça relève du pouvoir, comme on l'a expliqué. Hein. Par contre, les contributions sur le RLP, il faut vraiment nous les adresser à nous. Alors, on reviendra, hein, il y a un site vraiment dédié de concertation. Non, mais là, ce que vous évoquez, c'est pas Madame Aubry qui est en charge du règlement local de publicité. Elle est en charge de l'application des règles sur l'île. Donc, vous cherchez un interlocuteur. Voilà, il n'y a pas de question, c'est le maire. Justement, hein, on l'a dit lors de la réunion du 19, effectivement, hein, la loi climat prévoit un possible transfert du pouvoir de police au président de l'EPCI, avec une période de 6 mois où le maire peut s'opposer du coup derrière le président. Enfin voilà, on a voulu lever cette ambiguïté au plus tôt. On a demandé un positionnement en amont des maires qui, en gros, veulent tous conserver ce pouvoir. Le président de la MEL qui ne souhaitait pas récupérer ce pouvoir. Et donc, on a fait un courrier très tôt. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait cette réunion en décembre, pour que les afficheurs et les associations puissent déjà identifier en termes de police de l'affichage que c'est bien les maires qui sont responsables. Donc, attention. Si vous voulez faire une contribution et on est preneur au niveau du document, c'est bien vers nous qu'il faut adresser ce document. Si vous êtes sur la contestation de certains dispositifs sur la commune, effectivement, là, c'est le maire qui est compétent. Oui, tout à fait, on est tout à fait raccord là-dessus. Bon, nous, simplement, on cherche un interlocuteur. C'est-à-dire quelqu'un avec qui on pourra éventuellement travailler. Bon, s'il s'agit par exemple de la police municipale, on est même prêt à faire des promenades avec eux, des réunions en marchant avec eux. On sait très bien que la police municipale ne peut pas tout savoir au niveau du code de la route ou de tous les règlements qui régissent la vie d'une grande métropole. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec eux. Donc, pour ça, il nous faut un interlocuteur. Mais évidemment, notre contribution est loin d'être finie et il s'agit bien de rester dans l'axe. Je ne sais pas si dans le chat, Anthony, il y a des questions. Pas de questions. Bon. Oui. Oui, une petite question à propos de la définition du cadre de vie et des paysages. En fait, j'imagine bien que cette définition a été faite avant qu'on parle de changement climatique, mais j'aimerais savoir en quoi le changement climatique peut, la publicité et la surconsommation qu'elle induit ont un impact sur le changement climatique, et donc en quoi est-ce que le RLPI peut prendre en compte cette donnée? Il y a plusieurs enjeux, et on l'a vu avec la loi climat, hein, notamment sur les campagnes de pub, mais là on revient au message. Effectivement, le législateur a fait quelques prescriptions en matière notamment sur les véhicules polluants, il me semble, enfin des choses comme ça. Là, on touche au message. Le cadre de vie, nous, on est vraiment sur une appréciation aujourd'hui, concrète. Donc on est vraiment par rapport au changement climatique, j'ai envie de dire, nous ce qu'on fait, c'est on regarde le paysage tel qu'il est aujourd'hui et sa sensibilité plus paysagère, patrimoniale.
Clairement, si j'ai un bel espace vert ou une belle place patrimoniale, je suis plus légitime à venir fixer des règles très contraignantes dans une zone commerciale où j'ai des bâtiments un peu plus, voilà, avec moins de valeur, et je vais avoir plus de mal à justifier des règles très contraignantes. On est vraiment sur ce degré et en fait vraiment sur la notion de paysage. Donc j'ai du mal à vous répondre sur l'impact du changement climatique. Bah, moi, je peux apporter l'éclairage que je me suis construit avec le temps, si vous voulez. Donc, la réglementation sur laquelle on travaille aujourd'hui, elle résulte du Grenelle de l'environnement. Donc, c'est en 2010 que le Code de l'environnement a été réformé et la réforme, c'est la réforme d'un texte qui datait de 79, qui faisait très peu de place, en l'occurrence, à la publicité, et enfin, en tout cas, aux préoccupations environnementales dans le droit de la publicité et de l'affichage. On a eu un premier mouvement, donc en 2010, avec la loi Grenelle, qui a organisé le transfert de compétences vers le PCI, déjà en premier temps, et qui a introduit dans la réglementation, donc, tout un volet environnemental. Une prise en compte notamment au-delà de la pollution visuelle, donc qui était traditionnellement l'angle d'attaque du RLP, donc avant 2010, on est arrivé en 2010 avec cette préoccupation qui dorénavant est bien dans les textes et qu'on retrouve un peu partout, on va dire, qui transpire donc ce que vous évoquez. Donc sur les bouleversements que l'on connaît par la société de consommation ou par la surexposition, on va dire, des ressources de la planète. Et on arrive avec la loi climat avec une deuxième couche, donc qui vient aussi répondre à la préoccupation, mais encore une fois, on en remet encore un peu. Et si j'étais, on va dire, cavalier, je dirais que c'est au fur et à mesure qu'on prend conscience justement de ces enjeux-là, qu'on renforce la réglementation pour nous permettre d'aller aussi loin que la loi nous permet. Et nous sommes là que pour mettre en œuvre des choses qui sont décidées au Parlement. Et on ne peut pas s'approprier, donc, compte tenu des équilibres qu'évoquait tout à l'heure Médéric, donc on est sur une forme d'équilibre qui veut donc ménager la chèvre et le chou. Et donc, alors, suivant, on va dire, du bord du regard que l'on porte sur les choses, on est soit la chèvre, soit le chou. Je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, sur la question du changement du paysage, aujourd'hui, très concrètement, c'est maintenant que ça se passe. Le changement climatique a déjà un impact sur le paysage. Il y a de moins en moins d'oiseaux. La sécheresse arrive chaque année plus tôt. Et les ressources en eau de la Melle sont de plus en plus menacées. Donc, en fait, je me dis que c'est pas une question seulement de message, mais aussi une question de répartition de la publicité. Et si, je ne sais pas dans quelle mesure, par exemple, ce serait possible d'avoir davantage de 50-50. Imaginez que le matraquage publicitaire soit divisé par 2, que sur les abribus, par exemple, on n'ait que 50% de pub et 50% d'affichage utile ou culturel ou artistique. Ça pourrait aussi être une option et ça me semble pas être... Enfin, en tout cas, ça me semble pas être qu'une question de message, en fait, mais aussi une question d'ampleur de la publicité dans nos vies. Enfin, encore une fois, je vous le redis. Donc, avec les évolutions donc législatives, on a introduit donc dans la réglementation des règles de densité. Par exemple, sur un linéaire, tu n'as pas le droit de faire plus de X donc dispositifs. On a réduit la taille des dispositifs. Alors, avant, on avait le droit de faire Après, justement. Au fur et à mesure, en gros, qu'on avance, donc on prend conscience et on vient enfermer un peu plus, en gros, cette faculté que l'on a accordée à la société de dire, si tu as quelque chose à vendre, tu as le droit d'en faire, on va dire, la pub, pour faire court. Et on avance. Et du coup, une dernière petite question, juste sur, par exemple, la ville de Grenoble, les pubs ont été interdites. Donc, alors, vous pouvez me décrypter ce qui s'est passé, du coup? Si. Oui, alors c'est un message qu'on entend beaucoup. La pub n'a pas été interdite sur Grenoble. Grenoble a fait le choix de ne pas mettre de mobilier urbain publicitaire. Ça veut dire ce qu'il maîtrise, lui, sur son domaine public. Mais il n'a pas interdit la publicité chez les particuliers. C'est là où je parlais d'interdiction générale. On ne peut pas aller sur une interdiction générale. Il a fait un geste, lui, sur son domaine public, de dire, moi, je ne mets pas de publicité. Sur les trottoirs, sur le mobilier urbain, en fait. Mais ça, en fait, n'importe quel maire pourrait le faire. Martine Aubry pourrait aujourd'hui décider d'enlever tout le mobilier urbain à Lille. C'est de la volonté politique. Voilà.
Oui, non, D'accord. mais ça relève si vous voulez, mais attention, enfin voilà, non, Grenoble n'interdit pas la publicité, il se ferait censurer devant le juge s'il faisait ça. Par contre, il a lui, mais c'est pas le RLP. Il n'a pas besoin du RLP pour interdire, il a juste ne pas prendre de contrat de mobilier urbain. Donc on est vraiment sur un axiome politique propre à chaque collectivité, à chaque conseil municipal, enfin voilà. Pour compléter peut-être le message de M. Rass, effectivement, on voit que le législateur avance. On va en parler, l'histoire des écrans lumineux derrière les vitrines. Ça a été très longtemps, hein. Vous imaginez bien le pouvoir de police, il s'énerve un peu quand il peut intervenir à l'extérieur. Il suffit de mettre le dispositif à l'intérieur pour dire le RLP ne s'applique plus. La ville de Lille est allée jusqu'au Conseil d'État pour le fameux écran derrière le Furet du Nord. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, oui, voilà. Ça a fait jurisprudence. Le juge, voilà, la ville de Lille est allée jusqu'au bout en disant ils ont perdu, puisqu'à l'époque, on était vraiment sur l'affichage extérieur. On voit que le législateur, et il vise quoi? Les dispositifs lumineux. Alors, il va pas au bout de la démarche parce que ça fait longtemps que normalement les dispositifs lumineux, doivent respecter des prescriptions en matière de luminescence de consommation. Le décret est toujours en attente depuis 2010. Voilà. Et là, le guide ministériel est ressorti. Ils l'ont mis un jour, il datait de 2012 et il est encore inscrit que le décret est en cours de, voilà. Donc, nous, on suit le législateur dans le sens vraiment, et vous allez voir, hein, la réglementation, je vais vous la présenter après, vous allez voir déjà que, par exemple, le numérique n'a pas les mêmes conditions que les autres dispositifs. Et, par exemple, il est soumis à autorisation, alors que la publicité normale, simplement lumineuse ou normale, est à simple déclaration. Donc, voilà, on a ces petits outils. Mais on partage une partie de vos remarques ou de vos réflexions sur le fait qu'il y a encore du chemin à parcourir par rapport à tout ça. Par exemple, on se faisait la réflexion, je ne sais pas si ça a évolué, mais je ne pense pas, qu'en gros, tout ce dispositif de publicité, donc la réglementation sur la limitation de la pub et des préenseignes, en gros, ne s'applique pas à l'intérieur des gares et des aéroports et du métro. Why? C'est des espaces qui sont vécus aussi comme des espaces publics, comme un trottoir. Mais aujourd'hui, bon voilà, on en est là et le chemin, on n'est pas au bout du chemin. Je pense pas qu'un jour on sera au bout du chemin, mais c'est un chemin qui est emprunté par le législateur. Je voulais savoir quel était le caractère suspensif de la révision de ce règlement. Dans quelle mesure ça suspend le règlement actuellement applicable, enfin, Vous représentez qui, monsieur? Société Cadre Blanc. Ok. Alors, la révision n'a aucun effet suspensif. Donc, le règlement en vigueur actuellement, il s'applique. D'accord. Et parce qu'on ne le voit pas forcément sur le terrain aujourd'hui. Sur le terrain, on ne voit pas, parce qu'en l'occurrence, c'est que expliqué Médéric, sur tout ce qui concerne les enseignes, le délai de régularisation n'est pas encore arrivé à terme. Et pour les autres dispositifs, donc préenseigne et publicité, le délai donc de mise en régularisation, il est arrivé en juin 2022. Donc il y a eu donc la période de Covid. Les afficheurs nous ont fait part des difficultés justement qu'ils ont éprouvées, puisque quand on les a vus, c'était un des sujets qui avait été évoqué. On a même une société qui a fait de gros efforts et un bilan, donc, et qui nous a communiqué donc, dans sa mise en conformité par rapport au règlement actuel, ce que ça a emporté donc, comme effet, les dispositifs qui ont été supprimés et la démarche qui est la sienne. Et pour nous permettre à nous de mesurer l'efficacité du nouveau règlement, hein, qu'on s'entende, et voir si, en l'occurrence, les efforts qui sont consentis donc pour doter le territoire d'un règlement local de publicité, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce qu'on pousse le truc un peu plus, voilà, faire un bilan d'étape. Alors, on n'a pas complètement fini ce bilan, donc je ne vais pas vous raconter d'histoire, vous dire en gros ce que j'en pense, parce que j'en pense pas grand-chose, mais c'est quelque chose qu'on apprécie, et on n'a pas suffisamment de recul. N'oublions pas encore une fois que on a passé 2 ans en confinement et que le règlement local de publicité que l'on révise, il n'est en application que depuis un peu plus de 3 ans. Et si votre question c'est est-ce qu'il y a encore des dispositifs non conformes sur la métropole? Oui. Je vais pas vous dire le contraire. C'est vraiment, encore une fois, hein, la MEL, elle, n'intervient pas en termes de matière de police. C'est chaque maire qui est responsable de l'application. Et dans quelle mesure on peut contraindre un maire à faire respecter son pouvoir de police? Bah, vous lui écrivez, comme fait Paysage de France, qui cherche un interlocuteur et qui monte des dossiers en relevant les infractions.
Mais en Et en droit, soulignant au maire que voilà. en droit, si un maire est défaillant dans l'exercice de ses compétences et de ses responsabilités, vous pouvez saisir le préfet. Alors, plus trop maintenant. Sur l'affichage. Non, le préfet peut intervenir s'il ne respecte pas en termes d'affichage associatif. Et sur un truc très particulier, parce que le maire peut aussi, je vous ai parlé des protections de monuments historiques, le maire peut lui-même prendre, quand il a un bâtiment spécifique, vraiment d'une belle qualité, où il n'y a pas de protection patrimoniale, par un arrêté du conseil municipal, il peut fixer lui-même un périmètre d'interdiction. Et si, voilà, s'il respecte pas, là, le préfet peut prendre, mais c'est à vérifier. Mais je pense que là, le maire, et de toute façon, normalement, il est en compétences liées. Donc après, bah, c'est des recours gracieux. Ça se regarde. On va regarder cette question, puisque moi j'étais resté encore une fois sur l'état précédent. Mais vous êtes cadre blanc, vous êtes donc afficheur. Donc est-ce que votre remarque, c'est j'ai fait des efforts pour respecter la réglementation? Est-ce que je suis le seul? Est-ce que je suis le dindon de la farce? Est-ce que c'est ça votre démarche? Le seul, je dirais pas jusque-là, Oui, mais non. étant personnellement beaucoup sur le terrain, oui, je vois que ça se continue même à se remonter dans le non-respect de la réglementation actuelle. Donc, vous dire que c'est pas un petit peu énervant. Non, mais ça. On a eu des retours, hein, beaucoup de retours comme ça d'afficheurs qui disent bah moi je fais l'effort et je vois que on relaie. Nous on fait le rôle de relais vis-à-vis des services, mais par contre c'est vraiment encore une fois, hein, c'est le maire qui a là-dessus qui a l'autorité de pouvoir de police. Ouais. On fait plus que faire du relais. Parfois, on fait du service après-vente du règlement. On accompagne les communes, des petites communes notamment, qui sont pas dotées de services pour pouvoir justement claquer du PV, faire des poursuites, on va dire. On leur offre, on va dire, cet accompagnement-là. Parce que il nous semble que c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'auteur du règlement local de publicité de veiller à ce que autant que possible, il soit, on va dire, respecté. Donc, pour éviter d'avoir ce genre de regard et de remarques comme le vôtre aujourd'hui. Je pense que vous pouvez même aider les grandes communes. On est moins légitime, elles sont moins demandeuses, les grandes communes. Elles devraient. Non, mais on est d'accord, mais l'entend. on peut accompagner une petite commune quand un maire nous dit, moi, je sais pas faire. Je suis le maire d'une commune de 500 habitants, je sais pas faire, comment on fait ça? Non, ouais, ça là-dessus. On vient, mais le maire d'une commune, on va dire, de 200 000 habitants, déjà, ça représenterait tellement de temps pour nous, et on n'est pas payé par lui, et donc ce serait un peu plus problématique. Et dans ce que dit Monsieur Horace, pas encore. Quand on le fait, ce service instructeur, on le fait pour le coup pour le maire, au nom du maire. On le fait pas pour le président de la MEL. C'est vraiment un service mutualisé d'instruction. On apporte cette compétence technique pour les aider, mais à la fin, c'est le maire qui signe. Pour bien, encore une fois, je sais, hein, les rôles parfois sont un peu ambigus, mais là-dessus, sur tout ce qui est pouvoir de police, honnêtement, il faut se tourner vers le maire. Suivre et compiler justement ce genre de remarques. Il dit vous avez fait un beau règlement, on joue le jeu, d'autres ne jouent pas le jeu, qu'est-ce que vous faites pour faire court? Un truc tout simple, nous on n'a pas les demandes. Les bâches c'est 8 ans, une bâche publicitaire c'est 8 ans. Nous on ne sait pas quand est-ce que la demande a été faite. Enfin vous voyez, on n'est même pas en mesure de... C'est là où on a la limite de l'exercice, quoi. Et ça relève vraiment du service instructeur, donc de la commune. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer plus spécifiquement du coup pour vous présenter vraiment le RLP qui continue à s'appliquer malgré la procédure de révision. Un petit rappel, à l'époque, quand on a fait le premier RLP, il y avait uniquement 30 communes qui disposaient d'un règlement local de publicité. Comme l'a dit déjà Monsieur Horace, c'est la loi de 2010 qui nous a donné la compétence pour venir faire un document au niveau intercommunal. On a fixé 3 objectifs qui sont, vous le verrez, toujours valables dans le cadre de la révision. La première, c'est de lutter contre la pollution visuelle, de réduire la consommation énergétique de certains dispositifs publicitaires et de renforcer l'identité du territoire métropolitain. Et comme on vous l'a expliqué, le RLP, à l'issue de ces années de procédure, est entré en vigueur le 18 juin 2020. Dans ma première partie, je vous ai indiqué que la réglementation nationale tenait compte de la caractéristique des communes. Bon, là, c'est là la partie un peu spécifique. Ça veut dire que le Code de l'environnement va
d'un côté, fixer des règles pour les communes de moins de 10 000 habitants hors unité urbaine, donc c'est les communes en bleu que vous avez dans le schéma, et de l'autre côté, les communes de moins de 10 000 habitants mais rattachées à l'unité urbaine par l'INSEE, en rose, et les communes de plus de 10 000 habitants. Donc ça, le rattachement à l'unité urbaine, c'est une donnée d'entrée qu'on a, c'est l'INSEE qui le fait. Et donc ça vous montre déjà la cartographie sur laquelle on est parti. Ça veut dire que la MEL, qui est un grand territoire avec une grande diversité de communes, on avait des communes qui déjà étaient d'une certaine catégorie et d'autres, des communes qui rentraient dans d'autres catégories. Et vous allez voir que la différence est quand même assez sensible, puisque, alors là, c'est vraiment la réglementation. Je parle trop près? Ouais. Ah, fallait me dire. Et ben, du coup, vous entendez bien encore? Là, c'est vraiment la réglementation. Alors, à l'époque, quand on a fait le RLP, vous verrez, ça a un petit peu évolué. Ça, c'est les règles du Code de l'environnement. Donc, les communes bleues, les moins de 10 000 hors unité urbaine, vous voyez qu'en fait, le Code de l'environnement est déjà très protecteur. La seule publicité qui est admise, c'est la publicité murale. Et donc, comme je vous l'ai dit, il faut que le mur soit aveugle, de 4 mètres carrés. La publicité scellée au sol est interdite, la publicité numérique est interdite. Et quand je bascule dans l'autre régime, les communes de moins de 10 000 rattachées à l'unité urbaine par l'INSEE ou les plus de 10 000, de 4 mètres carrés en mural, je passe à 12 mètres carrés, les scellés au sol, je passe à 12 mètres carrés, et le numérique, je passe à 8 mètres carrés. Donc, je rebondis peut-être ce qu'on se disait, vous voyez déjà, le numérique est discriminé par le législateur. Bon, oui. Il l'est. Donc ça, on est vraiment, c'est le canevas à partir duquel on a travaillé avec les communes. Alors comme le disait Monsieur Rass, on a fait des groupes de travail avec les communes de moins de 10 000. D'un côté, bon, finalement le RLP leur apportait pas grand-chose parce qu'elles étaient déjà très protégées. Par contre, il y avait un vrai enjeu, notamment pour les communes en rose, qui sont aussi de moins de 10 000 et qui, parce qu'elles ont été rattachées à l'unité urbaine par l'INSEE, se retrouvaient avec les mêmes règles que Lille, Roubaix, Tourcoing. Et vous verrez, on a fait un travail spécifique sur cette typologie de communes. Comment ça s'est traduit? Donc, on a fait 2 groupes de zones de publicité, ZP, ces zones de publicité. Et comme je vous l'ai expliqué, on a fait une graduation en fonction de la sensibilité paysagère. Vous avez la ZP1 et la ZP4 qui correspondent aux sites vraiment de haute qualité paysagère avec un intérêt patrimonial fort. Ensuite, vous avez la ZP2 qui va considérer la zone de publicité numéro 2, qui va correspondre plutôt aux zones résidentielles, voire mixtes, avec résidentiel, commerce, un peu d'activité. Et enfin, un dernier zonage, la zone de publicité 3, qui, elle, va correspondre vraiment au secteur, notamment les grandes zones d'activité commerciale. Donc on a fait cette graduation ZP1, ZP2, ZP3 pour les communes plus de 10 000 ou moins de 10 000 mais rattachées à une unité urbaine. Et de l'autre côté, ce qu'on va appeler les petites communes. Au niveau des règles, si on prend la traduction, donc je vous ai remis en haut d'où on partait. Là, je parle vraiment des communes roses et rouges. Donc le code d'environnement autorisait 12 mètres carrés en mural, scellé au sol 8 mètres carrés. La ZP1, on a tout interdit. On a interdit toute publicité sauf le mobilier urbain publicitaire. Donc c'est là où on est venu assouplir l'interdiction relative dont je vous parlais. Alors pourquoi? Parce qu'on a des communes qui sont dans des situations patrimoniales où l'ensemble de la commune est couverte par une protection paysagère. Ça veut dire qu'elles auraient été amenées à déposer tout ce qui est abribus et tout leur mobilier de communication, les fameux mobiliers urbains publicitaires, avec des exceptions parfois, puisque sur Roubaix et Tourcoing, il y a de la publicité murale qui a été réintroduite dans certains secteurs, et Tourcoing, on a le périphérique, le boulevard industriel, ce qu'ils appellent le boulevard industriel, où là, ils ont réautorisé le scellé au sol, mais avec des règles de densité un peu plus strictes. La zone de publicité 2, donc qui va vraiment concerner la majorité de nos zonages, puisque c'est tout ce qui est résidentiel et mixte, la publicité murale de 12 mètres carrés, on l'a descendue à 10,60 mètres carrés. Donc on a fait une différence, on a bien fait 10,60 l'encadrement et une règle pour l'affichage de 8 mètres carrés. On est venu préciser les choses justement pour pas qu'il y ait de débat. Sur le scellé au sol, on l'a interdite et sur le numérique, on l'a réduite à 2,1 mètres carrés et uniquement mural. Et enfin la zone de publicité 3 qui va
concernait plutôt les zones commerciales. Là, pour le coup, on a réintroduit tous les types de publicité en gardant quand même cette limite de 12 mètres carrés à 10,60 mètres carrés pour la publicité murale et scellée au sol. Donc voilà le canevas de zonage que les communes avaient appliqué sur leur territoire. Alors, je vous ai expliqué pour le travail sur les unités urbaines. On s'est retrouvé avec des communes donc, qui étaient en rose et qui comprenaient pas bien pourquoi elles se retrouvaient avec les mêmes règles que Lille, Roubaix, Tourcoing. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a déclassées quelque part. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez autour de Bézieux, on leur a proposé un zonage ZP4, ZP5. Donc elles avaient le choix dans les zonages des communes bleues, alors que normalement, elles devaient choisir entre ZP1, ZP2 et ZP3. Mais on a fait ce travail aussi dans l'autre sens. Là, par exemple, vous avez Entier-en-Web, qui est une commune qui est normalement en ZP4, ZP5, mais qui a une petite partie d'agglomération qui se retrouve sur Auchan-Anglo. Là, pour le coup, cette agglomération, on l'a considérée comme rattachée à l'unité urbaine. Et donc, on lui a appliqué un zonage de ZP3. En gros, tout ça, ça concourt à quoi? À ce fameux objectif d'harmonisation du paysage métropolitain. Puisque là, on voit bien que quelque part, on a vraiment une coupure urbaine et donc le rattachement à l'unité urbaine ne se justifie pas trop et il était un peu impensable d'avoir certaines communes où il y aurait de la publicité murale de 4 mètres carrés, je bascule sur une autre commune et je me retrouve avec des scellés au sol ou de la publicité numérique. Idem sur Anglo, ça veut dire qu'au sein du centre commercial, à Anglo, j'aurais pu avoir du scellé au sol, du numérique. Je passais sur Entier-en-Web, il y avait que de la murale, donc c'était un peu, voilà, pour faciliter les choses, on a fait vraiment ce travail. Ce travail qui a été validé par le juge administratif, puisque, vous le verrez, on a fait l'objet d'un contentieux et ça n'a pas été remis en cause par le juge. Oui. Bien sûr. Parce qu'en fait, quand on a fait le diagnostic du territoire sur le premier RLP, on avait bien identifié que un des enjeux pour nous, c'était de lutter contre le report de la publicité. Parce qu'on avait observé que, comme vous le savez, donc il y a des grandes artères de circulation qui traversent différentes communes et suivant la sensibilité donc du conseil municipal et du maire, donc sur une commune, on va réglementer très fortement la publicité et sur l'autre commune où il y a une plus grande, on va dire, acceptation, on va dire, de la publicité, on se retrouve avec un report, on va dire, de tout ce qui n'est pas fait sur la commune et fait sur l'autre commune. Parfois même pire, tout ce qui n'est pas fait, puisque l'artère était donc la frontière entre les deux communes. D'un côté, vous êtes sur une commune que je ne nommerai pas et qui n'a pas de publicité, et de l'autre côté, vous êtes sur une commune que je ne nommerai toujours pas, et vous vous retrouvez avec la publicité qui aurait dû être de l'autre. Donc on avait identifié avec Médéric qu'il fallait qu'on travaille sur cette cohérence, en gros, parce que du point de vue de l'habitant, ça ne ressemblait à rien, que d'un côté de la rue, tu as une forêt, on va dire, de 4x3, et de l'autre côté de la rue, en l'occurrence, on se retrouve avec ce que vous savez. Donc ça nous a conduit aussi, donc ce travail pour lutter contre justement le déplacement de la publicité ou cet effet de vase communicant, à travailler très fortement sur fixer les périmètres de où est-ce qu'on est dans un cadre, on va dire, urbain, où la publicité est concevable, et où est-ce qu'on n'est plus dans ce cadre urbain où la publicité doit être fortement réglementée. Alors, cette harmonisation, elle a forcément des limites. On vous dit pas qu'il n'y a pas des ruptures des fois sur des axes ou quoi, mais c'est vraiment un travail qu'on essaye de faire, de réunir les communes. L'exemple le plus marquant, c'est peut-être les grands boulevards, où on a mis tout le monde autour de la table. Il faut savoir que les grands boulevards, donc qui partent de Lille, qui vont vers Roubaix, Tourcoing, le tramway, n'a aucune protection patrimoniale. On n'a toujours pas au titre du MH. Mais du coup, c'est un travail qu'on a fait. On a mis toutes les communes concernées, on les a mis autour de la table en disant c'est quand même un axe structurant de la MEL, et on a pu faire appliquer la ZP1, donc le zonage le plus strict sur l'ensemble du parcours des grands boulevards. Et pour le coup, il y a eu des déposes. Parfois, ça a mis un peu de temps, mais pour passer, il y a quand même eu pas mal de déposes. Voilà. Donc ça, il y en a encore à faire. Mais on a gagné en cohérence. Voilà, c'est des petits ateliers qu'on a mis en place, et encore une fois, vous le verrez dans la révision, si on peut améliorer encore cette lisibilité, cette cohérence de zonage, évidemment, on va aller sur cet objectif-là. Peut-être d'autres règles, au-delà des formats et des densités.
on a étendu l'extinction, la plage d'extinction horaire, puisque le Code de l'environnement prévoit une extinction de 1 heure à 6 heures. On est venu restreindre, toujours conformément aux objectifs qu'on s'était fixés, cette extinction de 23 heures à 7 heures. Et on a fait aussi fois juste des petites précisions de règles, mais qui quelque part ont leur impact, puisque dans le Code de l'environnement, on explique qu'une publicité murale doit être sous l'égout du toit, sous la gouttière. Et voilà, on a des communes qui nous ont remonté que parfois il y avait un peu des conflits d'interprétation avec les afficheurs sur quand quand j'ai des gouttières qui sont pas au même niveau, forcément, l'afficheur dit moi je me mets sous l'égout du toit, je suis voilà. Donc on est venu préciser les choses, on prend en compte l'égout le plus bas, et vous voyez que rien que cette précision, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un des deux dispositifs qui ne peut plus être installé. Voilà, donc ça c'est des petites règles. Une autre sur les enseignes. Bon, comme je vous l'ai expliqué, on a quand même travaillé sur les enseignes au niveau notamment dans les sites patrimoniaux, mais sinon et les enseignes numériques qu'on est venu réduire. Mais sinon, on a vraiment plutôt comme c'est soumis à autorisation et en fait que chaque maire a vraiment une vision particulière, donc on le laisse au pouvoir. On a fait un travail sur les enseignes inférieures à 1 mètre carré. Pourquoi? Donc les fameux drapeaux que vous voyez, parce que le Code de l'environnement ne fixe aucune règle de densité. Et donc vous pouvez arriver, voilà, c'est une photo, un exemple dans la Creuse, vous pouvez avoir ce genre d'exemple où vous avez des forêts de dispositifs, alors ils sont inférieurs à 1 mètre carré, mais pour autant on arrive vraiment à une pollution visuelle assez forte. Donc on est venu fixer là aussi des règles. C'est vraiment des petits exemples de la réglementation du RLP qui permettent de concourir aux objectifs de réduire la pollution visuelle, la consommation énergétique et de favoriser une harmonisation des paysages sur la métropole européenne de Lille. Est-ce que vous avez des questions? Donc Marion, je suis du collectif des déboulonneurs. J'ai constaté un nouveau type d'enseigne à Lille, c'est la projection donc par vidéoprojecteur sur le trottoir de logos qui tournent la nuit, donc 5 logos sur toute la façade. Est-ce que c'est réglementé? Alors, c'est projeté sur la façade, sur le sol? Sur le sol du trottoir. Alors pour moi, non. Parce que c'est pas une enseigne murale, c'est pas une enseigne scellée au sol, c'est pas une enseigne, non. Mais je ne sais pas la ville. Mais c'est une grosse pollution oui, non, mais visuelle. alors on a déjà eu le cas. On a déjà eu on a déjà eu le cas. Une enseigne scellée au sol, je crois qu'elle doit être au minimum à 50 cm. Enfin voilà, donc elle ne peut pas être sur le trottoir. En plus, si c'est trottoir, c'est quelque part une occupation du domaine public. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me laissent penser que non, en fait, c'est pas du tout réglementé. Ça ne rentre pas dans les cadres des enseignes. Non. Mais non, c'est qu'elle est même pas. Vous pouvez faire une autorisation. Ça n'existe pas. Je ne sais même pas dans le Cerfa que vous cochez. Non, ce que je veux dire par là, c'est que rien n'interdit à la réglementation d'évoluer et de nous permettre d'encadrer ce genre justement de dispositif. Mais là, c'est interdit. Aujourd'hui, en l'occurrence, on ne sait pas le faire. Non, c'est interdit. C'est qu'il n'y a même pas le réglementé, c'est interdit. Et pour l'instant, c'est juste des projections, des logos sur le trottoir, mais j'ai déjà vu dans d'autres villes d'Europe des publicités projetées. Donc il n'y a pas de support, c'est vraiment un vidéoprojecteur sur la façade entière d'un bâtiment. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est rue Gambetta. Ouais. Bon, pour moi, si c'est une projection sur pour moi, la projection sur une façade, ça rentrerait sur le dispositif d'une publicité lumineuse. Parce que le dispositif qui projette n'est pas sur le lieu, donc c'est pas une enseigne. Il se met en face, en fait, pour faire la pub du bâtiment. Donc moi, je le traiterais comme et ça n'existe pas. Enfin, encore une non, mais voilà, à un moment, on a eu des camions qu'on tournait aussi avec des grands écrans vidéo, avec des clips. Voilà, il y a eu. Voilà. Pardon? Le code de la route, il réglemente les camions qui tournent. Oui. Mais... Non, mais ça, oui. Nous, on a apporté des réponses comme ça, puisque ça existe, la publicité sur véhicules, mais avec des règles. Ils n'ont pas le droit de s'arrêter. C'est les fameuses voitures Red Bull que vous voyez parfois. Ils n'ont pas le droit de rouler à faible vitesse. Quand ils s'arrêtent, ils doivent bâcher normalement. Ils n'ont pas le droit de stationner avec. Il y a des règles comme ça, mais ça fait partie un peu de ce qu'on va appeler de l'affichage sauvage. Est-ce que dans le chat... Et vous avez essayé de déboulonner le truc sur le trottoir?
Bah, du coup, c'est des vidéoprojecteurs qui sont dans des appartements au premier étage. Pas de questions dans le chat. Oui, c'est bon. Alors, maintenant, plus spécifiquement, la procédure de révision du RLP. Les objectifs. Là, on va voir en fait pourquoi un RLP qui entre en vigueur en 2020, on le révise en 2023, puisqu'on est parti en 2023. Oui, Monsieur Delacroix, mais oui. Monsieur Delacroix, juste pour vous préciser, hein, les micros sont coupés et en fait on passe plutôt par le chat, donc il n'y a pas de souci. On refera le point. Là, c'est la dernière partie et donc vous pourrez revenir avec les questions sans souci à la fin de cette partie. L'objectif de la révision, en fait, on a 3 objectifs. Hein. Notre but, c'est d'adapter le règlement. Vous allez voir, on a 3 éléments qui nous font venir adapter ce règlement, mais non plus sans le remettre en cause. Pourquoi? Parce qu'il est le fruit déjà d'un travail assez conséquent et surtout, vous allez le voir, on est passé devant le juge administratif et finalement, il a été validé dans sa très très grande majorité par le juge administratif. La première des choses, mais on le savait à l'entrée en vigueur, c'est d'étendre l'application à 10 communes qui n'étaient pas couvertes par le RLP. En fait, je vous ai parlé de la première procédure, à l'époque, la MEL était composée de 85 communes. Au cours de procédure, 10 communes nous ont rejoints. L'ex-CC-WEP et l'ex-CC des Hautes-Deules, CCHD. Donc on était trop avancé dans la procédure pour venir les intégrer. On avait déjà fait le débat, enfin voilà, je vais pas revenir sur les orientations, on était trop avancé, mais du coup, à l'entrée en vigueur, on savait déjà qu'on allait remettre le travail sur l'ouvrage pour venir couvrir ces communes. Par contre, on était obligé d'attendre. Pourquoi? Parce qu'en deuxième point, on a fait l'objet d'un contentieux. Notre RLP a été attaqué par un syndicat d'afficheurs et du coup, on se voyait pas commencer à entamer une procédure de révision alors que possiblement, on allait avoir des règles qui allaient être censurées par le juge. Donc, pour gagner en cohérence, on attendait le jugement du 3 avril qui a eu lieu du coup du 3 avril 2023 pour y voir un peu plus clair et du coup profiter de la procédure de révision qu'on savait inévitable pour venir corriger et tenir compte du jugement. Et enfin, le dernier point, on en profite, comme on ouvre la procédure de révision, le contexte réglementaire a évolué, on en a parlé un peu rapidement, on reviendra dessus, et donc évidemment, on en profite, on saute sur l'occasion pour venir réajuster le document en fonction des nouvelles obligations réglementaires. Concernant le fait d'étendre le RLP aux communes qui n'étaient pas couvertes, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est 10 communes. Je vous ai mis la liste et surtout je vous ai mis la typologie. On en revient toujours sur quelle typologie de communes on travaille. Donc on voit que en majeure partie c'est des communes hors unité urbaine, donc qui ont déjà un régime assez protecteur. Et puis on a d'autres communes qui ont elles par contre cette fameuse catégorie de moins de 10 000, mais rattachée à l'unité urbaine. Donc c'est un travail qu'on est en train de faire avec elles, de venir choisir le zonage. On a Annelin qui lui par contre est à plus de 10 000, donc lui on ne pourra pas venir le déclasser, hein, il est à plus de 10 000, même si c'était sa volonté. Donc voilà, c'est pour vous montrer là aussi un peu d'où on part en termes de... Alors je pourrais faire peut-être à la fin vous présenter une carte un peu plus grande, parce que c'est vrai que là c'est pas très lisible. Si vous avez besoin. Donc ça, c'est un premier chantier, un axe de chantier qu'on a. Donc pareil, on fait des ateliers avec ces communes, on leur explique déjà, parce que c'est nouveau pour eux. Notamment, ils ont récupéré le pouvoir de police au 1er janvier, puisqu'ils n'avaient pas de RLP. Avec la loi climat, maintenant, ils ont le pouvoir de police. Donc on a fait des formations, on les accompagne et on les intègre dans notre document avec un choix de zonage à appliquer. On fait un travail cartographique. Voilà, on est en plein travail avec ces communes actuellement. Le deuxième élément, c'est de tenir compte du jugement du tribunal administratif. Donc, on a eu un recours du syndicat national de la publicité numérique le 13 février 2020 qui a demandé l'annulation totale du règlement local de publicité. Le tribunal administratif de Lille a rendu son jugement donc le 3 avril et a validé a rejeté l'ensemble des points sauf à 2 exceptions.
le classement de certaines parties du territoire en ZP3, donc ce ne sont pas les règles de ZP3 qu'il est venu censurer, c'est la façon dont ce zonage a été appliqué. Donc je vous ai mis la liste des communes. En fait, pour le juge, pour lui, il y a une erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire qu'il a regardé la définition des zonages comme je vous l'ai présenté, il a vu que la ZP3 était plutôt un zonage pour les zones d'activité, les zones commerciales, et il a vu que ce zonage a parfois été appliqué sur des zones plutôt résidentielles. Donc il a relevé cette erreur manifeste d'appréciation en disant il y a un hiatus entre la définition du zonage et la façon dont elle est appliquée. Le deuxième point, ce sont des règles de densité en ZP3. Alors c'est un peu technique, mais effectivement, on a fait une petite erreur d'écriture parce qu'on avait des communes, on avait 2 régimes de communes dans les règles de densité de ZP3. Donc, comme l'a dit Monsieur Horace, on est venu restreindre très fortement les règles de densité, enfin parce que les premiers linéaires, normalement, au niveau du code de l'environnement, sont à 50 mètres ou 60. Dans le nord, on a beaucoup de petites parcelles. Et donc, on est venu tenir compte de cette morphologie. On a fixé des règles pour les moins de 25 mètres, pour tenir compte des petites parcelles, pour éviter d'avoir une implantation de notamment les scellés au sol, qui ont un impact très fort en matière de pollution visuelle. Et dans l'écriture, le juge a relevé une incohérence dans l'écriture et l'a censuré. Du coup, on va retravailler ces règles et l'application des zonages. C'est-à-dire que les communes, elles reprennent leur crayon et elles retravaillent la définition de leur zonage sur leur territoire. Là aussi, c'est un travail qu'on est en train de faire avec notamment une production cartographique pour pouvoir présenter un nouveau document avec un nouveau choix de zonage par ces communes. Et enfin, le dernier point, tenir compte des évolutions réglementaires, puisqu'il y en a eu pas mal en fait depuis l'entrée en vigueur du RLP. On a notamment le décret du 30 octobre 2023 qui a modifié la taille des dispositifs publicitaires et préenseignes. Donc vous vous souvenez, quand je vous fixais les règles du Code de l'environnement, à l'époque, quand on a fait le premier RLP, on partait de 12 mètres. Et nous, on est venu déjà réduire à 10,60. Bon, pas de bol, le législateur est passé à 10,50. Donc à 0,10, on était bon, mais il n'y a pas de souci. Comme on est en révision, on va venir se mettre... Donc ça veut dire que tout ce que vous avez vu, tout ce que je vous ai présenté à 10,60, ça basculera à 10,50 pour tenir compte de l'évolution réglementaire. C'est applicable dès maintenant. Il faut le savoir depuis le 1er janvier, mais nous, on va le traduire dans le document dans le cadre de la révision. Et pour les dispositifs de 4 mètres carrés, le législateur, lui, par contre, a fait le mouvement inverse et est venu ouvrir à 4,70 mètres. Ça fait pas partie de nos objectifs. On va rester sur 4 mètres carrés tel que c'est écrit actuellement. Un dernier point qui est un peu essentiel, comme je vous l'ai expliqué, de manière historique, le RLP ne peut s'attacher qu'à l'affichage extérieur, comme l'a expliqué Monsieur Horace, c'est-à-dire que très souvent on avait des contributions ou des communes qui voulaient souhaiter intervenir plus loin, puisqu'à partir du moment où on se mettait derrière la vitrine ou à l'intérieur, le RLP ne pouvait pas intervenir. Le législateur nous a ouvert cette possibilité de venir réglementer les dispositifs, les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial et destiné à être visible d'une voie ouverte à la circulation publique. Donc, on a tout ce chantier à ouvrir avec les communes et avec vous, évidemment, avec le public, avec les afficheurs, avec les associations, pour venir investir ce nouveau champ pour le RLP et fixer des prescriptions. Alors, attention, il faut être assez précis en matière d'horaire d'extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses. Le guide ministériel qui est sorti a rappelé que ce champ est très limité, notamment par exemple sur la densité. C'est à un moment on avait pensé travailler sur la densité, le nombre de dispositifs ou quoi. Apparemment, c'est pas le législateur n'ouvre pas cette possibilité au règlement local de publicité. Donc c'est vraiment un chantier qu'on est en train d'avoir avec les communes. Vous allez le voir, je vais présenter la procédure. Notamment les communes sont amenées à tenir un débat devant leurs conseils municipaux. Donc on attend un peu d'être nourri par ces remontées, par ces débats des conseils municipaux, par la concertation, par la proposition des citoyens, des afficheurs, et on va réunir les communes pour commencer un peu à voir quelles règles on va fixer. Et on voit déjà, il y a des interpellations, et effectivement, on prend le cas par exemple des bornes
à l'intérieur des commerces qui permettent d'acheter, que ça soit dans les fast-food, dans les cinémas. Effectivement, il faut pas oublier que maintenant on peut commander sur des écrans qui sont des écrans numériques. Donc, est-ce qu'il faut travailler sur des exceptions, une limitation en taille? Est-ce qu'on travaille comme les enseignes en termes de proportion? Si j'ai un local de X mètres carrés, j'ai le droit à autant, ou est-ce qu'on fixe une règle absolue? Bon, voilà. Le champ des possibles est ouvert et c'est vraiment un travail qu'on va mener. Et on reviendra évidemment le présenter dans le cadre et aux afficheurs et aux associations et dans le cadre du grand public en vue de l'arrêt du document. En termes de procédure, justement, pour vous situer un petit peu, donc on est sur la même procédure qu'un PLU. Hein. Le législateur, dans le Code de l'environnement, il nous renvoie pour tout ce qui est prescription, élaboration, révision du document, il nous renvoie sur le PLU. Donc on a prescrit la révision du document au Conseil de décembre dernier. Et notre objectif, donc on a deux grandes phases comme un PLU. On a d'abord un arrêt du document, ensuite on rentre en enquête publique et enfin une approbation du document. Notre volonté, c'est d'arrêter le document pour la rentrée 2024. Donc on vise peut-être septembre ou octobre. D'ici là, on a toute cette période de concertation qui est ouverte, qui est l'objet de la réunion de ce soir. Et on a aussi, je vous l'évoquais, les communes qui peuvent tenir un débat devant leurs conseils municipaux. C'est un peu l'équivalent du débat sur le PADD dans un PLU. Elles peuvent le faire, oui. Ah oui. C'était pour préciser que aujourd'hui, en termes de procédure, on est sur le premier bloc. Donc, délibération de prescription et débat. Donc, sur les orientations. Le premier bloc, c'est celui qui vous a été présenté. Voilà pourquoi, quels sont les objectifs qui sont poursuivis. Et derrière ces blocs, vous avez une flèche qui est grisée qui exprime la concertation. Et donc, la prochaine étape, donc, qui va se poursuivre qui va se dérouler pendant que la concertation restera ouverte. Donc, les communes vont débattre aussi sur les objectifs qu'elles poursuivent, notamment par rapport à nos propres objectifs métropolitains. Et chaque conseil municipal devra donc exprimer dans son débat ce qu'elle veut voir dans le futur RLP et dans la révision qui est en cours. Et tout ça va se nourrir pour arriver donc nourrir avec la concertation et à chaque fois qu'en l'occurrence il y a un événement, vous en serez informé, donc peut-être pas en réunion comme ça, mais tout au moins sur le site qui est tenu donc par notre ami Anthony, donc avec un registre numérique qui vous permet de contribuer et donc avec comme étape l'arrêt du projet. Au moment de l'arrêt du projet, il y a une nouvelle étape qui va s'ouvrir de consultation du public où là on a le document arrêté, c'est-à-dire celui qui est supposé être approuvé au bout du chemin. Et donc là, on va chercher donc l'avis donc du conseil municipal, l'avis des personnes publiques, l'avis donc du public à travers l'enquête publique pour arriver à proposer donc on a dit fin d'année. Non, en juin 2025. L'approbation du document. Donc après enquête publique. Mais derrière, il faut compter 2-3 mois pour que le nouveau RLP entre en vigueur. Ce qu'on vise, c'est la fin du mandat. Les élections ont lieu en 2026. Encore une fois, on n'est pas en train de de retravailler le document, donc ça nous semble jouable de pouvoir tenir tous ces objectifs qui vous ont été présentés. Voilà. Et juste pour finir, Monsieur Raz vous en a parlé, évidemment, la concertation, donc qui va durer toute la période, enfin notamment jusqu'à l'arrêt. Il y a un registre numérique en ligne. Où vous pouvez retrouver, alors vous allez retrouver, on mettra le compte rendu de cette réunion, mais il y a déjà un dossier de concertation et il y a aussi un registre papier, notamment qui a été ramené par Anthony. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez à la fin de la réunion pour ceux qui sont présents, si vous voulez déjà le remplir, c'est l'occasion. Et n'hésitez pas à venir nourrir, alimenter. On est vraiment preneur. Vous avez vu qu'on a beaucoup de sujets de réflexion, donc on est preneur justement d'un ensemble de retours pour faire avancer l'ensemble de ces sujets. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, j'avais juste un commentaire sur la publicité que vous avez fait autour de cette réunion qui a lieu aujourd'hui. Parce que moi, j'ai vu je travaille à Wattignies. Et à Wattignies, j'ai vu sur la mairie, il y a un affichage qui parlait de cette réunion. J'ai cherché l'information sur le site de la MEL. J'avais pas retenu l'horaire de la réunion, je l'ai pas trouvé sur le site de la MEL.
Et finalement, sur registre numérique, j'ai fini par trouver l'horaire. Mais sur le site de l'AMEL, j'y ai passé un quart d'heure, j'ai pas trouvé. Donc, peut-être que pour les prochaines réunions, faire un gros effort sur... parce que bon, je sais que ça ramène pas ça ramène pas grand monde, mais si en plus l'info est pas dispo... Si t'arrives pas à trouver l'info, ça va être encore plus Il compliqué. sera sanctionné, vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà, donc je serai sanctionné très durement visiblement. Donc non, en effet, on a bien publié le démarrage donc de la concertation ALP donc au moment où celle-ci a donc démarré, et on a annoncé également sur la même page, on a annoncé cette réunion publique. Ah mais alors attendez. Si c'est le lien de ce soir, c'est normal. La salle est verrouillée. Pour le registre, il doit être accessible. Par contre, il y avait le lien pour la réunion de ce soir. Il est ouvert que ce soir. C'est notre salle de réunion publique. Enfin, je sais pas de quoi vous. Si c'est Webex, Lille Métropole, c'est normal. On l'a ouvert que ce soir. Ah, le registre. Bah, on va y regarder, on va corriger bien évidemment s'il y a une coquille. Donc la personne qui a fait ça sera elle aussi lourdement sanctionnée. Voilà. Donc voilà, donc on va y regarder, mais en effet, il y avait pas de volonté de cacher quoi que ce soit. Il y a eu les réseaux, hein. On a cherché les réseaux sociaux aussi de l'AMEL normalement, mais on sait que c'est une vraie difficulté qu'on a. On a les publications réglementaires, mais qui sont pas satisfaisantes, hein, dans la Voix du Nord ou quoi. On a vraiment, pour le coup, il y a eu un communiqué de presse qui a dû être fait. Anthony a transféré aussi pour que ça soit sur normalement tous les réseaux. Enfin voilà, mais on sait que c'est une vraie difficulté. On est bien d'accord. En plus, à Wattignies, il y a des problèmes de connexion, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Le délai de mise en conformité par rapport à tous les caractères qui vont être modifiés par cette révision, c'est les mêmes. 2 ans. Donc, 2 ans pour la pub, 6 ans pour les enseignes. Donc il y aura les caractères qui vont être modifiés, qui ont déjà porté lieu à une modification par la première version du règlement, ça peut être encore modifié, donc amener à remodifier des panneaux qui ont déjà été modifiés. Alors, vous avez vu, de toute façon, c'était le cas par le législateur, puisqu'on passe à 10,50. Donc déjà, notre règle de 10,60 a été plus bonne. Oui, mais ça change pas en fait. Ah bon, donc vous êtes bon, parce qu'en gros, on va passer à 10,50. Hein. Oui. Alors, sauf sur les communes qui ont été censurées, où là, clairement, la ZP3, on est sur du résidentiel, donc a priori, on va passer en ZP2, c'est-à-dire que les scellés au sol vont devoir être déposés. Mais en termes de format, du coup, normalement, l'impact, si déjà le 10,60, 10,50 ne vous pose pas de difficulté, on va pas aller plus loin. Voilà, on se met à niveau du législateur. Ok, donc il n'y aura pas vraiment de règles beaucoup plus contraignantes sur... Il va y avoir... Non, encore une fois, c'est vraiment la philosophie du document. Elle est bonne. Enfin, le juge nous a dit, ça va. Le fait de réduire à 2 mètres carrés le numérique, c'est accepté. C'est ce qui parfois, voilà, les afficheurs, ça a été validé par le juge, mais on le savait. Il y a plein de RLP qui l'ont fait. C'est vraiment l'application concrète. Et les communes qui sont fait censurer, c'est celles qui ont mis de la ZP3 sur des parties résidentielles. Donc, les règles que vous avez, elles vont être ou les mêmes, c'est ce que je vous expliquais, à part le 10,50 au lieu du 10,60. Après, c'est sur le territoire, c'est-à-dire que les communes, voilà, la carto, les communes qui ont été censurées, elles vont devoir travailler et c'est là où potentiellement, notamment les scellés au sol, vont devoir être déposés, puisqu'en ZP3, ils sont admis, en ZP2, ils sont interdits. Et le numérique qui est à 8 mètres carrés en ZP3 va passer à 2,1 en mural. Donc voilà. Mais encore une fois, en sachant que, de toute façon, vous avez vu, le législateur avait déjà de toute façon prévu une modification, puis on tient compte du jugement du contentieux. Hein. On nous a attaqué, donc on tient compte de la censure. Bon, donc ça veut dire que là, on part sur une entrée en vigueur fin 2025, c'est-à-dire que vous aurez jusque fin 2027 pour la mise en conformité pour les dispositifs purement publicitaires. Ok. J'ai mené ma petite enquête. Donc en effet, le lien qui était fonctionnel quand je l'ai vérifié, quand la page a été mise en ligne, ne l'est plus au moment où on se parle. Donc en effet, triple sanction de la communication externe. On corrige, bien évidemment. Non, mais on fait remonter, merci pour le signal. Oui.
pouvez mettre le micro aussi, juste pour que tout le monde, notamment ceux Voilà. qui sont en ligne. Merci. J'ai constaté à la Madeleine, alors je ne sais pas si c'est normal ou pas, il y a au niveau de match un mur qui normalement devait être aveugle, mais avec un panneau publicitaire devant, numérique, sauf que, alors je ne sais pas s'il y a eu transformation ou quoi, mais il y a eu quand même une lucarne qui est apparue en haut du mur, ce qui fait que normalement, ça change les données. Et ce fameux... cette fameuse affichage devient caduque. Je ne sais pas, hein, je me pose la question. Alors, quand je parlais de mur aveugle, le code autorise une ouverture de 0,50 mètres carrés. Donc, il faudrait vraiment que la petite lucarne. Et sur le dispositif de match, je me demande si c'est pas une enseigne. Vous voyez, quand on parlait de la bonne qualification. En gros, cet écran numérique, je vois très bien où il est. S'il fait de la pub pour le café grand-mère, pour ce que vend Match, c'est une enseigne. Par contre, si vous allez à la dernière pub pour la Renault, les voyages, les trucs machin, là, on n'a plus de lien avec le Match. Donc, on bascule en publicité. D'où l'importance, hein, vraiment de la bonne qualification et c'est la principale difficulté quand vous faites du pouvoir de police, c'est déjà de bien qualifier le dispositif. Donc, si on est en publicité, il faut que le mur soit aveugle. Il faut voir si l'ouverture est supérieure à 0,50 cm². Enfin, cm². Je pourrais vous repréciser, mais c'est vraiment tout petit. Hein. Oui, Normalement, petit, déjà, là, un œil de bœuf, vous pouvez plus mettre de pub. Non. Par contre, mais si le dispositif il a précédé justement l'ouverture. Non, de fait, le mur doit être aveugle. Et si tu as mis. Ouais, il fallait pas. Avant de faire le trou. Il fallait pas faire le trou. Par contre, si c'est une enseigne, on n'est plus sur cette obligation de mur aveugle. C'est valable pour les clôtures. Une pub, vous savez, les grillages, une pub ne peut pas se mettre sur une clôture non aveugle. Une enseigne a le droit. Vous voyez, on est déjà, et donc, d'où la bonne qualification. Comme je n'habite pas exactement à cet endroit-là, je ne peux pas suivre si... Je comprends tout à fait. Sauf me planter là pendant un certain temps. Bon. J'imagine que vous avez d'autres choses à faire. Oui. Non, mais voilà, pour vous expliquer la nuance, si on est en enseigne, il a le droit. Si on est en publicité, si l'ouverture est supérieure à 0,50 m², dans ce cas-là, effectivement, le dispositif est devenu non conforme à compter de l'apparition de cette ouverture. Ok, merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, peut-être avant de passer en ligne? Ouais, Monsieur Delacroix. Donc on a Monsieur Delacroix qui nous indique, mais je pense que c'était relatif à quelque chose que tu as dit précédemment, la distance de l'écran à la vitrine pourrait-elle être un critère? Alors, ça fait partie on en a parlé avec les communes et très justement. Ah oui, pardon. On revient sur cette nouvelle opportunité qu'on a de venir fixer une règle sur les écrans derrière les vitrines. D'accord? Donc publicité, enseigne pour le coup, on s'en moque et on fera qu'un seul jeu de règles. C'est vrai qu'avec les communes, on s'est dit est-ce qu'il faut prévoir une certaine distance? Mais si vous mettez 5 mètres, ils vont se mettre à 6. Enfin voilà. De toute façon, finalement, le texte est clair, c'est visible de la voie publique. Donc la règle s'appliquera à partir du moment où le dispositif est visible de la voie ouverte à la circulation publique. Je crois que c'est ça le terme. Donc non, on ne fera pas une distance. Tout ce qui est visible depuis le trottoir, la route ou quoi, devra respecter les règles qu'on va mettre en place. Mais par contre, encore une fois, il y a quelqu'un qui a parlé des fast-food, et c'est vrai, et ça se développe hein, pour les cinémas, pour les activités. Voilà, quand vous avez des bornes de commande, il faut quand même pas pouvoir pénaliser. Voilà. Bon, c'est des règles d'exception sur lesquelles on va devoir travailler, bien les écrire pour pas que ça commence à devenir voilà. Mais il faut penser à ça aussi. Le but c'est pas de venir perturber pour le coup les dispositifs qui sont utiles au commerce, qui sont pas juste là pour faire de la réclame ou quoi, mais qui servent aussi les usagers des commerces ou des théâtres ou des choses comme ça. Deuxième question de Monsieur Delacroix. La règle sur les écrans numériques derrière les vitrines sera-t-elle valable pour toute la MEL, pour une cohérence d'ensemble, ou par zonage?
On n'en est pas encore là, honnêtement. Le but, c'est ce qu'on a un peu expliqué, c'est de ne pas multiplier les règles. En gros, je pense qu'on va essayer de faire en sorte que ça soit des dispositions générales. Ça veut dire qu'ils s'appliquent pour tous les secteurs, avec peut-être une exception pour le secteur patrimonial, où quand il y a une vraie protection paysagère, puisque c'est ce qu'on fait déjà, hein, les enseignes numériques sont très réduites ou interdites dans les secteurs patrimoniaux. Bon, ça serait pas illogique qu'on interdise les écrans, mais juste dans ces secteurs-là. Encore une fois, hein, ce que je vous dis, c'est des idées comme ça, on en échange. On n'a même pas encore monté d'atelier hein, avec les communes. C'est un sujet qu'on va plutôt aborder vers la fin parce qu'il faut que ça, voilà, chez eux aussi ça travaille, notamment les exceptions. Il y a des choses qui nous ressortent où on dit ah oui, mais il faut aussi prévoir ça. Notre but, encore une fois, et c'est les premiers, hein, ils ont le pouvoir de police, donc ils n'ont pas envie de multiplier les règles. Si on peut faire au plus simple, au plus général, par exemple, est-ce qu'il faut différencier pub enseigne? Honnêtement, on pense pas. Le texte nous dit on peut réglementer les publicités et les enseignes. Nous, on va partir du principe, à partir du moment où il y a un écran derrière la vitrine, voici la règle. Après, voilà, on va pas commencer à dire si c'est une pub, parce qu'encore une fois, on vient de le voir, la qualification, elle pose déjà des fois des difficultés. Vous avez le même support, je pense aux supérettes. Vous avez de plus en plus de supérettes où vous avez des écrans qui défilent. Bah, des fois, ils font de la promotion de produits, enseigne. Des fois, il n'y a rien à voir, publicité. Donc, le même support va changer de nature. Donc, je pense qu'on va faire en sorte de faire le plus simple, notamment pour que le pouvoir de police puisse s'appliquer le plus efficacement possible. Mais sans préjuger, encore une fois, des groupes de travail avec les communes. C'était la dernière question en ligne. Bon, est-ce qu'il y en a encore je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous rappelle le registre numérique en ligne quand il marche et le registre papier comme il est ici. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation. Au revoir.